Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Steve Louis-Joseph Doguet. Donc c'est un jeune homme de 34 ans, touche à tout, passionné par tout, qui est aussi investi dans la vie de la cité des jeunes Martiniquais. Bonjour Steve. Bonjour Karina. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, ton parcours, tes motivations? Mon parcours. Je viens du quartier Volga-Plage à Fort-de-France. Donc, quartier pétri d'histoire, de souffrance, de préjugés également. Donc, je pense que mon éducation, l'éducation que ma maman m'a donnée est pétrie de ce quartier-là. D'abord, diplômé en agroalimentaire, puisque je suis passionné d'agroalimentaire. Et au moment de partir faire des études, puisqu'il n'était pas question pour moi de partir faire des études, je me suis réorienté vers l'éducation spécialisée. Alors, c'était un secteur qui m'intéressait déjà, puisque je dirigeais des accueils collectifs de mineurs, et je sentais que la société en tournée, on n'avait pas en tant que directeur toutes les armes pour accompagner les jeunes. Donc, quand il a fallu se réorienter, il fallait faire une réorientation qui ait du sens. Donc, le sens pour moi, c'est tourner vers l'éducation spécialisée. Et donc, plusieurs années après avoir commencé mon diplôme d'État, je l'ai obtenu. Et aujourd'hui, toujours dans un processus de formation. Donc, je cours après un diplôme d'État supérieur de la jeunesse, l'éducation populaire et du sport, toujours pour avoir toutes les compétences nécessaires pour accompagner au mieux la jeunesse de mon pays. D'accord, mais tu cours vite alors. J'essaie. Alors, pour revenir donc, à ton quartier quand même, à ton enfance, tu parles de quartier en fait pétri de souffrance. Pourquoi? Par rapport aux préjugés, Volga-Plage est situé entre Dillon. Donc, c'est un quartier pour lequel il y a moins de préjugés. Et Canal-à-Laric, Sainte-Thérèse. Alors aujourd'hui, on met tous ces quartiers-là dans le même lot des quartiers populaires, quartiers prioritaires de la ville. Mais à l'époque, quand on sortait de Volga-Plage, on sentait bien que, bon, mais voilà, on était en plus Volga-Plage dans une cuvette. D'accord. Donc on sentait bien qu'on était bien écrasé dans la cuvette. Oui, mais c'est-à-dire le regard des autres qui était stigmatisant ou le vécu que tu avais de vivre... C'est le regard des autres. D'accord. Le vécu, nous, enfants de Volga-Plage, on se sentait très bien. Quand on allait à l'école tous ensemble à Belle-Tourelle, on se sentait bien. Par contre, quand on allait au catéchisme à Sainte-Thérèse, là, c'était déjà une autre chose. Parce que le regard qui était porté sur nous était différent. Mais est-ce qu'il y avait un comportement, en fait, qui suscitait ça? Ou c'était juste, en fait, la domiciliation? Alors, à l'époque, non. Je pense qu'il s'agissait juste de stigmatisation. On était comme tous les enfants de notre âge. On faisait des bêtises, on partait à vélo, on allait acheter des floupes à la boutique, on ne volait pas. Donc non, c'était, je pense, avec du recul, je pense que c'était juste la stigmatisation. D'accord. Donc en fait, tu as voulu en fait te battre contre ça un peu alors. C'est ça. C'est ça. Ma maman m'a éduqué dans le fait de me battre contre ça. Et sans jamais oublier d'où je sors, je suis content aujourd'hui de pouvoir dire que je sors de Volga-Plage et que je fais partie des nombreuses réussites du quartier parce que beaucoup de jeunes de Volga-Plage ont réussi. Non, c'est super en fait, c'est vraiment bon en fait. D'autant plus que là, on va parler un peu de ton parcours parce que tu fais énormément de choses. Mais pour revenir à ta passion qui était l'agroalimentaire, qu'est-ce qui a fait en fait qu'il était hors de question pour toi de partir de Martinique? J'ai pas voulu laisser ma maman. D'accord. Ok. Donc en fait, finalement, d'où la réorientation en fait sur une deuxième passion qui est l'accompagnement de l'humain. Exactement, exactement, c'est ça. Dès mes 17 ans, j'étais animateur sur les accueils collectifs de mineurs. Ensuite, j'ai voulu vraiment prendre part à ce qui leur était proposé. Donc, je suis devenu directeur d'accueil collectif de mineurs. Donc, j'étais en formation pour devenir directeur. Et malgré cette formation-là, je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Diriger un accueil de loisirs, à l'époque où moi j'étais en centre de loisirs, et diriger un accueil de loisirs, à l'époque où je suis devenu directeur de loisirs, c'était deux choses totalement différentes. La société était en demande de choses différentes. Les jeunes avaient des comportements qui étaient différents. Et je suis resté dans les quartiers prioritaires, donc je dirigeais souvent Dillon. Et on pouvait même déjà parler à leur âge de déviance dans les comportements. Donc on manquait de compétences pour accompagner les enfants et leurs familles. D'accord. Même toi, issu effectivement de ces quartiers populaires, pour toi, c'est ce genre de comportement, tu n'arrivais pas en fait à les accompagner, à les appréhender, à comprendre les processus qui amenaient à ça. Alors on essayait de les comprendre, on avait les codes pour entrer en communication avec eux,
mais on ne pouvait pas aller au-delà. En tout cas, je ne pouvais pas aller au-delà parce que je n'avais pas les compétences nécessaires pour aller au-delà. Donc, on écoutait les familles, on donnait les conseils qu'on pouvait donner à notre petite place, mais c'était pas assez consistant. Et qu'est-ce qui a changé entre ton époque et celle, effectivement, où tu étais directeur? Qu'est-ce qui a changé dans la société qui a fait le nom, je pense. Le nom NON. Oui. Ma maman n'hésitait pas à me dire non. Aujourd'hui, je pense que le nom n'est plus recevable. Le nom a une fin de non-recevoir. Et cette gestion de la frustration fait que, bon, ben, on va plus souvent vers les interdits et on fait plus de choses qui ne sont pas admises. Et je ne sais pas si on peut faire le lien avec ça, mais on se retrouve avec des jeunes qui fument de plus en plus tôt. Alors que, à notre époque, on savait qu'il y avait un interdit, en tout cas, que la voisine pouvait nous voir, que quelqu'un qui passait en voiture pouvait nous voir. Donc, et là, aujourd'hui, eh ben, qu'on te voit ou pas. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de limite. C'est ça. Pour certains, en tout cas. Exactement. Est-ce que tu penses que les parents, justement, par rapport à la société dans laquelle on est, en fait, sont dépassés? Ils n'arrivent pas, justement, en fait, comme ça va très, très vite, avec toutes les nouvelles technologies, avec une société de consommation qui invite à consommer de plus en plus. C'est exactement ça. Je pense que les parents sont dépassés. Et le mot est très bien choisi. Beaucoup parlent de parents démissionnaires, je ne suis pas d'accord du tout, mais dépassés. Dépassés par la technologie qui va de plus en plus vite, par ces enfants qui comprennent la technologie très rapidement sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Donc, par le fait de pouvoir couillonner les parents parce que, bon, ben, ils ne sont pas au fait de la technologie. C'est ça, la société va vite et les parents certains parents ne vont pas aussi vite qu'elles. Donc, se trouvent dépassés. Est-ce que les enfants ou les adolescents que tu côtoies, en fait, dans ton environnement, ils t'écoutent quand tu leur donnes des conseils ou quand tu leur parles de ton parcours? Est-ce qu'ils ont un respect, en tout cas, pour l'adulte que tu es? Oui, j'ai cette chance-là. Ils ont le pouvoir d'avoir les codes d'entrée en communication avec eux, de comprendre leur réalité, de ne pas les prendre de haut. Déjà, ça fait que l'entrée en communication est très aisée pour moi. Et je pense qu'ils ont beaucoup de respect pour moi. Et puis, on ne parle pas de faits, qui auraient existé ou qui auraient existé, on parle de choses concrètes. Moi, je parle d'où je suis sorti, de ce que j'ai fait, du fait que j'ai peut-être côtoyé un parent ou l'autre, des personnes connues qui ont travaillé avec acharnement et qui aujourd'hui sont des personnes reconnues. Bobby sort de Volga-Plage, par exemple. Oui. Donc, c'est ça, leur donner des exemples concrets de choses qui pourraient arriver si ils se remettraient à écouter leurs parents. Et des exemples concrets également de choses qui pourraient arriver s'ils n'écoutent pas leurs parents, voilà, parce que on a perdu des copains aussi en chemin. Oui. D'accord. Tu en as perdu beaucoup? On a perdu quelques-uns. On a perdu quelques-uns. Alors, il y en a qui sont encore vivants, malheureusement, en prison. Puis, il y en a qui sont tombés. Qui sont tombés. Ils sont tombés. Oui, mais voilà, en fait, effectivement, il faut avoir les codes, Steve. Ouais. Ils sont tombés. Donc, en fait, ils ont été tués, assassinés. C'est ça. D'accord. Et ça te fend le cœur? Comment tu réagis, en fait, quand tu vois avec ton quartier, en fait, dans lequel tu as grandi, où tu n'habites plus? Non, je n'habite plus. Voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses, en fait, quand on entend souvent dans les faits divers, peut-être qu'il y a eu on a entendu des tirs. Qu'est-ce que tu penses? La première pensée, c'est pour ma maman. Remercier ma maman d'avoir su dire non des fois. Une pensée de tristesse également, parce que de tristesse et d'incompréhension. Parce que je ne comprends pas à quel moment j'ai fermé les yeux, ouvert les yeux et les choses avaient changé. La rapidité dans laquelle la société évolue. Mais un regard d'espoir quand même. Parce que les choses ne sont jamais perdues. Et comme je veux, avec d'autres, contribuer à l'épanouissement et au fait d'aider ces enfants-là à grandir, on n'est pas désespérés. On est plein d'espoir, bien au contraire. Donc il y a l'éducation de ta maman, mais il y a aussi, en fait, on ressent quand même une personnalité qui est quand même assez bienveillante te concernant dans l'ouverture. Donc quand tu dis effectivement que tu te mets à leur place, à leur niveau pour leur parler, on sent quand même qu'il y a quelque chose de bonté en toi. D'ailleurs, on va parler quand même... oui, on va parler aussi de l'association que tu as montée, en fait, dont tu es le directeur, avec d'autres. C'est Agi Jeunesse de Martinique. C'est exact. Donc, en 2020, ça fonctionne comment? Quelles sont les missions?
Alors, les missions, vraiment globales, c'est accompagner les jeunes et leurs familles, bon, et leurs familles entre parenthèses, mais vraiment les jeunes, vers tout ce qui peut contribuer à leur épanouissement. Tu veux faire ça? Viens nous parler de ce que tu veux faire, et voilà. On t'accompagne au mieux, on te dit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, pour arriver à ton objectif. On propose également des choses pour les familles. On est sur des randonnées, sur certains types de publics, une organisation de concerts, pour les plus jeunes, de chasse au trésor. Donc voilà, on essaie de vraiment être au cœur de la famille pour permettre aux jeunes, à tous ceux qui ont envie de venir vers nous, en tout cas, de trouver une solution. On ne les a pas toutes. D'ailleurs, on veut, à AJ Jeunesse de Martinique, travailler à un vrai maillage associatif. Nous, on peut faire ça, mais on ne peut pas faire telle chose, mais l'association à côté peut le faire. Donc, en partenariat avec cette association-là, on y arrive. Donc, on veut essayer de créer ça avec toutes les associations. Et voilà. Un miganage, en fait, de tous les acteurs. Exactement. Puisque c'est ensemble que tout devient possible. Nous, on n'a pas toutes les compétences. À côté, ils n'ont pas toutes les compétences. Et d'autres structures ont des compétences que même à nous deux, on n'a pas. Mais on se réunit et ensemble, on est plus fort. On n'a pas toutes les compétences, mais un paquet de compétences pour accompagner une personne ou une famille. Et c'est génial parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à accompagner cette famille-là vers au mieux. Ben, quand tu écoutes, en fait, on a de l'espoir parce que quand tu en parles, on dirait que c'est facile, alors que finalement, la réalité montre qu'au contraire, dans les différentes associations se tirent un peu entre les pattes pour avoir le plus... Tu es subventionné? Tu as des aides? On a des subventions, on a des aides qui arrivent récemment, puisque c'est une toute jeune association, Oui. et qu'il a fallu qu'on se fasse connaître, qu'on fasse nos preuves. On essaie de les faire, on est bien accompagné par les institutions, donc ça permet de faire en sorte qu'on soit crédible, mais au début c'était compliqué. Et effectivement, certaines associations, presque toutes, on peut se tirer dans les pattes parce que on est dans une notion de concurrence. Et c'est malheureux, mais les services publics nous mettent en concurrence. Quand il s'agit, par exemple, d'appel à projet, c'est celui qui a le meilleur projet, qui va peut-être coûter moins cher, qui va remporter l'appel à projet. On nous met en concurrence. Mais les compétences ne doivent pas être mises en concurrence. Un petit peu de ton cerveau, un petit peu de mon cerveau, ça fait pas de moins, ça fait que du plus. Donc, si on doit se cantonner à un secteur, l'autre se cantonner à un secteur pour avoir des subventions par-ci, pour avoir des subventions par-là, tant mieux, on peut s'entendre. On peut s'entendre sur, bon, moi je reste sur ça, toi prends ça, et puis à nous deux, on a les deux. Mais c'est compliqué parce que aujourd'hui, je dirige l'association de manière bénévole. Donc, les subventions dont nous avons besoin, c'est pour nos projets. Voilà, mais pour les actions. Beaucoup d'associations en Martinique ont des salariés. Et donc, c'est avec les subventions des appels à projets, de tout ça, qu'ils paient le salarié. Donc, nous aussi, on doit se mettre à leur place et comprendre ça. Bon, pouvoir faire 2 pas en arrière, même si on a envie de porter un projet, faire 2 pas en arrière pour permettre à l'association partenaire et non pas concurrente de tirer son épingle du jeu, avoir de l'argent pour mettre en place ses projets, payer ses salariés, et nous, on vient en support. D'accord. Donc, en fait, c'est... Mais quand je t'écoute parler, en fait, on a l'impression que la spiritualité est très importante dans ta façon de voir le monde. Oui. Et les gens, en fait, et comment effectivement être en lien avec l'autre. C'est très, très important. Ça t'a été donné inculqué par ta mère? Oui. À l'époque, elle n'allait pas à la messe, mais elle m'envoyait. Donc, aujourd'hui, elle y va. Oui. Tous les dimanches, elle m'a fait du bruit dans la maison quand elle se réveille, parce que moi, je ne suis pas pour aller à la messe, mais aujourd'hui, elle y va. Et oui, la spiritualité est très importante. La foi est très importante. Et c'est grâce à cette foi qui me permet, en tout cas, de voir que, qu'il y a encore de l'espoir. Parce que, je sais pas, je veux pas être vulgaire, mais l'homme sans Dieu, alors on va rester calme, l'homme sans Dieu ne vaut pas grand-chose. Pourquoi ne vaut pas grand-chose? Parce que, en fait, si moi, quelqu'un me fait quelque chose de mal, en tant qu'homme, même en tant que chrétien, mon envie première, c'est de lui faire mal. Mais pas de lui faire simplement mal, hein. C'est de lui faire plus mal qu'il ne m'a fait mal. Oui. Et en soi, avec un peu de réflexion, mais un peu de réflexion guidée par la foi, on se dit que ça ne vaut pas la peine. Mais c'est vraiment compliqué.
quand j'en parle là, ça a l'air d'être très simple, c'est vraiment compliqué de voir cette personne et puis de se dire, mais non, on va pas parce qu'en fait, on a eu mal. Donc, se dire, mais non, quittez. C'est vraiment cette foi qui me permet de dire que bon, ben, Dieu me permet de dépasser ça. Mais c'est compliqué. Je suis contre tous ceux qui disent que Jésus a dit tant la joue, machin. C'est compliqué de tendre l'autre joue. Et tout à fait, on reste humain. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui appellent pas ça Dieu, qui parlent plutôt de réflexion, de conscience effectivement de l'autre, d'humanité, etc. Donc chaque personne peut donner un mot, un qualificatif effectivement à sa croyance. Oui, des fois on peut l'appeler comme on veut et j'ai beaucoup de respect pour ça. Chacun l'appelle comme il veut et on est presque tous d'accord sur le fait qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes et qu'il y a quelque chose au-dessus. Qu'il soit esprit, qu'il soit univers, qu'il soit Dieu, il y a quelque chose au-dessus et j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui me permettent de comprendre ma foi également. Et même ces personnes qui ne croient pas, notamment certains scientifiques, me permettent de comprendre ma foi. Quand on parle de Dieu, de la Genèse, de Dieu qui a créé Adam et Ève, et quand on parle du Big Bang, sans vouloir offusquer qui que ce soit, les premiers chapitres de la Genèse, ce sont des histoires avec une morale. Et le Big Bang qui a effectivement créé le monde, cette théorie-là a été découverte par un prêtre. C'était Georges Lemaître, un chanoine. Donc le prêtre ne peut pas aller à l'encontre de sa propre foi. Donc la Bible nous permet de savoir comment ça s'est passé, la science nous permet de savoir, la Bible nous permet de savoir pourquoi Dieu est amour, il a créé, et la science nous permet de savoir comment. Tu parles beaucoup de spiritualité, de Dieu qui t'accompagne et qui te permet de prendre du recul finalement sur les passions, sur les émotions et de garder cet espoir-là. Est-ce que c'est pour ça que tu es responsable d'enseignement religieux dans une école privée de Fort-de-France? Alors, comment c'est venu? J'étais en train d'animer une manifestation. Donc, là, les croyants chrétiens catholiques, même évangéliques pourront comprendre. C'était le lundi de la Pentecôte au Saint-Esprit. Donc, on sait que la fête de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Donc, et là, il y a l'archevêque qui vient me dire, bon, ben, il y a un poste qui se libère dans l'établissement, et j'ai proposé ton nom. J'ai dit, ah bon? Et il me dit après 103 livres. Bon, ceux qui connaissent l'archevêque savent que quand il dit 103 livres, c'est pas trop. Donc, finalement, 4 mois après, peut-être, je vais à la rencontre du chef d'établissement, et je lui dis, bon, ben, j'ai réfléchi, et c'est OK. Et donc, depuis, je suis adjoint pastoral scolaire, donc responsable d'animation d'enseignement religieux dans un lycée privé. Privé de Fort-de-France. D'accord. Mais en fait, tu dis jamais non. Dès qu'il s'agit d'aider, d'accompagner, de donner une écoute, tu es toujours présent. Ça aurait été en maternelle ou en élémentaire, j'aurais encore plus réfléchi. Mais il s'agissait de lycée, donc le public que j'ai envie d'accompagner, donc ça va. Quand j'ai voulu devenir éducateur spécialisé, je disais que je voulais être éducateur spécialisé dans la jeunesse. Bon, maintenant je sais qu'un éducateur spécialisé, c'est un spécialiste de l'éducation. Voilà, mais, tout à fait. Je voulais déjà accompagner les jeunes, être là, écouter ce qu'ils ont à dire, pouvoir leur dire, camarade, là, c'est moyen ce que tu dis, et pour pouvoir par ailleurs faire émerger les choses. Et la nouvelle génération justement de filles et de garçons maintenant que tu accompagnes, ils ont une écoute attentive à tes recommandations, à tes demandes de réflexion sur... On parle toujours de choses concrètes. Le lundi matin, par exemple, il y a institué la prière dans les salles de classe. Mais la prière, ça peut être une prière qui existe, ça peut être une prière composée, comme ça peut être les paroles d'une chanson. Juste une invitation à une réflexion. On est vraiment sur des choses concrètes. Par exemple, chaque année, on essaie de participer à l'opération Pays propre. Parce que c'est bien de parler de la jeunesse, de Dieu qui a créé le monde, du fait qu'on doive, comment on appelle ça, respecter la création. Ok, d'accord. Mais concrètement, on fait quoi? Ben, on va, opération Pays propre, un dimanche. Donc, les élèves sacrifient leur dimanche et on part en bus sur une opération Pays propre. Et voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, solidarité, patati patata. Oui, mais concrètement, ça se passe comment? Ben, du lundi au jeudi, les élèves des lycées
partent en action caritative. Donc, on a des conventions avec des associations comme l'Assise, le Fourneau économique, un groupement, le groupement CASE. Ils vont en EHPAD proposer des animations aux personnes âgées. Voilà, on est sur des choses concrètes. Donc, forcément, ce sont des choses qui leur parlent. On ne reste pas assis là à parler, Dieu a dit, Dieu a fait. OK, au collège, la plupart sortent du collège. Donc, au collège, ils ont bien vu ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Maintenant, on fait. D'accord. Donc, en fait, ils sont confrontés à une réalité de monde, finalement, qu'ils ne côtoient pas et qu'ils ne connaissent pas pour la plupart. C'est ça, c'est ça. On décloche. Voilà. On décloche, c'est et pas là, mal. On va. D'accord. Alors, tu es aussi chef de chorale ou responsable d'une chorale? Chef de chœur, oui. Chef de chœur. Oui. Donc, vas-y, tu peux nous en parler aussi? Oui, alors, d'abord choriste depuis 1999 à la chorale des Petits Chanteurs de Sainte-Thérèse. Donc, c'est la seule chorale qui a fait partie de la Fédération internationale des puéricantores. Donc, Petits Chanteurs, donc, bon, quand on chante la messe, on chante en noble et tout ça. Donc, voilà, donc, depuis 1999, je fais partie de cette chorale-là. Le chef de chœur m'autorise à diriger son chœur de temps en temps. Et donc le chef de chœur, Monsieur Lager, à qui je dois beaucoup, puisque depuis 1999, j'avais 9-10 ans. Donc ça aussi, ça contribue à l'éducation. Donc dans la rigueur et dans tout ça, la musique, c'est la rigueur. Donc dans la rigueur. Et depuis 2016, je dirige également donc un chœur qu'on appelle le Et une de plus. Parce que c'est le père Emmanuel Cholvé qui me demandait à chaque fois de... Viens avec 2-3 choristes pour animer la messe ou pour animer tel temps. Bon, à un moment, à chaque fois qu'on constitue un groupe, on lui donnait un nom, même si c'était pour le moment, comme il fallait mettre un nom sur le programme, on donnait un nom. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, on va arrêter de donner un nom, donc et une de plus, et une fois de plus, et une mission de plus. Et on est là, on existe depuis 2016 ou 2017. Et voilà, donc c'est une bande de copains. Et on se veut des exemples pour les personnes qui viennent et qui nous voient. Pas des exemples de saints parfaits, mais des exemples de chrétiens tout court, avec leurs difficultés, avec leurs galères, parce que il y a une image, on montre 2 verres d'eau, quelqu'un dans un verre d'eau qui se noie et on met la vie sans Jésus, et après quelqu'un dans un verre d'eau qui flotte, on dit la vie avec Jésus. Avec ou sans Jésus, on se noie dedans, parce que si on ne s'accroche pas, c'est compliqué, et même quand on s'accroche, c'est compliqué. Donc, on se veut un exemple de par la vérité de nos vies. Celui-là, des difficultés, ben, il en parle au groupe, et on est comme ça. On ne va pas se dire, ah non, nous, on est parfait, il n'y a qu'à me voir. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, il y a qu'à voir. Alors, le chrétien ne doit pas se fâcher, ne doit pas se mettre en colère, ne doit pas dire de bêtises, ok. Bon, ben Steve, on n'est pas bon du tout. Et l'appel de la robe, tu ne l'as jamais eu? Mais alors, non. À un moment, je me suis posé des questions sur cet appel, mais non. Il y a des contraintes de la vie des prêtres qui ne m'intéressent pas. Ok, je vais pas te demander quelles sont ces contraintes. Il n'y a pas de souci. Donc, l'entreprise que tu as créée en 2021, qui s'appelle Appel Stevie. C'est ça. Voilà. N'hésite pas, Appel Stevie. Voilà. Donc, c'est une toute petite entreprise. Donc, je travaille seul dedans. Et alors, de par mes nombreuses activités, je ne peux avoir d'émission que lorsque je ne suis pas occupé. Donc, on est souvent sur des soirées ou des week-ends. Donc, on est sur de la garde d'enfants. Je propose également des services d'éducation spécialisée en libéral. Donc, là encore, l'accompagnement des jeunes, de leur famille, dans l'orientation, dans les questions d'addiction, voilà, accompagner vers des solutions, vers des structures. Et puis, un petit service de chauffeur, chauffeur privé. Voilà. Donc, éducateur, animateur, polyvalent, écoute, orientation, garde à domicile, chanteur de chorale, directeur d'association, responsable d'enseignement religieux. Wow. Donc, en fait, ton agenda, il est plein. C'est ça. Et tu gardes des moments pour les amis, pour la famille? Ah oui, c'est important. Ça permet de garder l'équilibre. Ouais. L'équilibre des fois précaire, mais ça permet quand même de garder l'équilibre. Bon, quand le vent souffle,
des fois, voilà. Et qu'est-ce qui te permet, me dis pas effectivement la Bible, mais qu'est-ce qui te permet autre que la Bible, de te ressourcer? Qu'est-ce qui te fait du bien? On peut pas dire ça à la télé, hein. Ah bon? Bon, ce serait inciter à la consommation. D'accord. Ok. Mais il y a une petite boisson dans une bouteille, une petite boisson rouge qui voilà. Mais c'est surtout les copains. Ouais. Les copains. Des Parce que copains bon, que tu as eus, en fait, les il y a longtemps? copains de Volga, les copains... j'étais danseur de Bélé, animateur de Bélé aussi. Voilà, Donc, voilà, j'ai oublié une casquette de style. les copains du Bélé, les copains de la chorale, les copains... Copains, il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de temps, en tout cas, avec les copains. Mais ce sont des temps de qualité. Mm. Et donc, une fois que le temps de qualité est passé, eh bien, on est rechargé pour le prochain temps de qualité. Mm. Oui, parce qu'effectivement, la Bible, ça ne fait pas tout. Je ne vis pas dans la théorie de la Bible. La vie est compliquée, donc on a besoin de gens autour de soi. Et j'ai des copains. J'ai des copains qui sont là, qui veillent. Même si je peux être désagréable. Mais ils sont là. Ils restent, ils tiennent bon. Mm. On n'a pas l'impression que tu sois du tout désagréable, au contraire. Ah non, non, c'est oui. Je suis têtu, je suis borné, je crie, je me fâche. Voilà, non, c'est... D'accord. Est-ce que c'est pas à bon escient? Moi, je pense que c'est une manifestation de l'amour. Je pense que c'est ma manière de leur montrer que je tiens à eux. Quand je leur dis, mais pas fait ça. Ou on m'a dit, pas fait ça. Et quand finalement... Ah, donc, mais je me suis promis d'essayer de faire en sorte que ça s'arrange quand même, parce que bon, je peux le dire différemment. Voilà. Donc tu apprends. Oh, bah écoute, Oui. il faut bien apprendre et progresser. Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui te viennent là, dans 5 ans? Il y a un projet qui te tient à cœur? Dans 5 que ans, tu aimerais réaliser? avec l'association, on voudrait créer un accueil d'urgence aux jeunes majeurs. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il n'existe pas, dans ma notion d'accueil d'urgence, il n'existe pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, tu es mis à la porte, tu appelles qui, tu vas où, et je voudrais un service dédié pour les jeunes majeurs. Et quel que soit le jour de la semaine, avec la possibilité de rencontrer un éducateur spécialisé, un psychologue et un assistant de service social. Mm. Là, dans la foulée, même si on est dimanche soir, voilà, qu'il y ait des professionnels d'astreinte pour accompagner cette personne-là tout de suite, pour que dans la semaine qui suit, que la situation commence à se rétablir. Pourquoi, en fait, tu as des données par rapport à ça? Souvent, les petites données que moi j'ai pu avoir, c'est par rapport à des jeunes filles qui tombaient enceintes que les parents voulaient mettre à la porte. Donc, on a eu, personnellement, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelé pour savoir comment il fallait faire pour ce genre de situation-là, parce qu'ils connaissaient quelqu'un, une cousine, une amie qu'un parent voulait mettre à la porte. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Oui, mais il existe des foyers d'accueil d'urgence pour... Mais alors, il existe des foyers d'accueil, même l'Assise accueille rapidement, SOS Maternité accueille rapidement, mais il y a, je ne pourrais pas lutter contre ça, mais il y a le temps institutionnel. Oui, ça prend du temps. C'est ça. Et moi, ce que je voudrais proposer en plus, c'est de ralentir, de provoquer le fait que ça arrive plus rapidement. Ouais. Pas de temps institutionnel, donc avec des professionnels d'astreinte qui pourraient répondre rapidement. Intervenir. Voilà, très rapidement. D'autant que en France hexagonale, effectivement, ça existe beaucoup, ce genre de structure. Donc, il faudrait effectivement quelque chose de porter, ce projet-là. Hein? Et une dernière question, Steve. Quelle est ta vision de la jeunesse martiniquaise? Qu'est-ce que tu voudrais pour elle? Ma vision, une jeunesse à accompagner. Qu'est-ce que je voudrais pour elle? Qu'elle soit totalement épanouie, qu'on puisse lui faire confiance, parce que là, elle a quand même des choses à montrer. Donc, on puisse lui faire confiance, qu'elle soit épanouie. Mais c'est ça, une jeunesse heureuse. C'est ma vision. Qu'ils soient tous heureux. D'accord. Et il faudrait donc les accompagner et accompagner les parents aussi? C'est ça, accompagner les parents. Parce que, bon, au quotidien, ils sont avec leurs parents. Donc, accompagner leurs parents dans la réalité de la société. Et puis, accompagner les jeunes dans la société, mais surtout à obéir à leurs parents aussi. D'accord. Le nom, N-O-N, c'est ça? N-O-N, le nom, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Steve,
pour ce témoignage. On ne peut te conseiller que de continuer de poursuivre Merci beaucoup, pour la Karina. jeunesse de notre pays. Merci beaucoup. Merci à toi.